Retour en plateau avec nos premiers invités ce soir et on lance une série de débats de fond sur les propositions des candidats à la présidentielle avec un premier volet ce soir consacré aux institutions du statu quo prôné encore ce matin par François Fillon à la volonté de Jean-Luc Mélenchon d'instaurer une 6e République. Le champ des propositions est très très large. On va en débattre avec nos invités. Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, cofondatrice du Parti de gauche aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Mais surtout maintenant, j'anime France Insoumise. Parce que France Insoumise est un mouvement hors parti, y compris en dehors du parti de gauche que nous avions fondé en son temps. Voilà pour la précision. Guillaume Drago, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit public à Paris. Et puis vous êtes surtout en charge des questions institutionnelles dans l'équipe de François Fillon. Avec nous également en plateau, Benjamin Griveaux, bonsoir. Porte-parole du mouvement En Marche, donc aux côtés d'Emmanuel Macron. Et puis Valéran de Saint-Just, trésorier du Front National. Merci à vous d'être en plateau également. Alors avant de vous donner à tous la parole et de débattre des institutions, je vous propose de faire un tour d'horizon des propositions des candidats avec Flora Sauvage. En matière d'institutions, les candidats sont unanimes, il faut réformer. Face à la crise de confiance entre les citoyens et les hommes politiques, les prétendants à l'élection présidentielle proposent pour la plupart de diminuer le nombre de parlementaires. C'est le cas de Marine Le Pen, qui souhaite faire baisser le nombre de sénateurs de 348 à 200 et le nombre de députés de 577 à 300. C'est aussi la position d'Emmanuel Macron, qui veut réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. François Fillon veut, lui, soumettre cette question à un référendum. Autre critique souvent émise, le manque de représentativité du Parlement. Pour y remédier, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon veulent instaurer la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Benoît Hamon souhaite seulement une dose de proportionnelle. À cette volonté de faire participer plus les citoyens à la vie politique, Benoît Hamon veut mettre en place un 49.3 citoyen. Jean-Luc Mélenchon souhaite des référendums d'initiative partagée et l'instauration d'une 6e République. François Fillon veut lui soumettre 5 sujets à référendum. Enfin, sur le non-cumul des mandats qui doit entrer en vigueur le 1er juillet pour les députés et le 1er octobre pour les sénateurs, aucun des candidats ne souhaite revenir sur la loi. S'il est élu, Benoît Hamon limitera à 3 le nombre de mandats. Quant à Emmanuel Macron, il veut interdire également le cumul de 3 mandats identiques successifs. Voilà, retour en plateau avec cette première question. Est-ce qu'il faut vraiment à tout prix faire évoluer nos institutions? La 5e République est à bout de souffle. Peut-être cette première question au professeur de droit public que vous êtes, Guillaume Drago. Merci de cette primeur. Je crois que la 5e République, c'est l'élément stable dans ce pays. C'est l'élément qui a montré au fil des différents quinquennats que d'abord, la 5e République pouvait supporter une alternance politique. Et donc c'est un élément quand même tout à fait majeur. Elle n'est pas autobloquante. Elle a connu un certain nombre de révisions, dont la révision de 2008, initiée par Nicolas Sarkozy et François Fillon. Et donc, cette 5e République, elle a atteint en quelque sorte son rythme de croisière. Donc, il ne faut pas l'abîmer, c'est l'élément de stabilité de notre pays. Son rythme de croisière, mais en période peut-être avec un bicamérisme, bicamérisme et bipartisme bien installé. Or, il semble que cette élection présidentielle bouscule un peu ce schéma-là. C'est vrai, mais ça c'est parce qu'on y a ajouté ce dispositif des primaires, dont on pourrait peut-être parler, même si ce n'est pas une réforme constitutionnelle. Et puis, il faudra parler aussi du mode de scrutin. Valéran de Saint-Just. Nous pensons que la 5e République, ses institutions sont tout à fait sclérosées et qu'il faut modifier beaucoup de choses. Il faudrait modifier l'article 55 de la Constitution, la suprématie des traités sur la loi. Il faudrait modifier la loi électorale et parvenir à une proportionnelle intégrale en ce qui concerne les députés. Il faudrait instaurer un référendum beaucoup plus facile à mettre en place par les citoyens et une nouvelle organisation du territoire. Je ne sais pas si c'est le sujet, mais on peut l'aborder aussi, et notamment avec la suppression des régions. J'allais plutôt vous proposer de commencer aussi par la réforme du Parlement, qui est aussi une des lignes de votre programme à tous, Benjamin Griveaux. On a vu qu'Emmanuel Macron avait notamment repris, lors de son alliance avec François Bayrou, une volonté de transparence de la vie publique, avec une réforme profonde des pratiques au Parlement. Réforme des pratiques, mais il y a un principe qui est très clair chez Emmanuel Macron, et il l'avait d'ailleurs mis sur la table au moment des sujets qui avaient traversé la majorité au moment de la déchéance de nationalité, qui est que le texte constitutionnel, c'est dans les périodes de crise qu'on ne le modifie pas.
qu'il est le point de repère, qu'il est le crise, phare. Écoutez, si vous considérez que la France n'est pas dans une période de crise, de tension politique, économique, sociale, identitaire très forte, c'est que nous ne partageons pas la même appréciation. C'est dans les moments difficiles qu'il faut que la Constitution soit notre point de repère. Et donc là-dessus, il n'y a pas de volonté d'avoir un bing-bang institutionnel. En revanche, il est une chose importante, c'est que ces institutions ont bien fonctionné quand il y avait des partis politiques et des responsables politiques qui en faisaient un bon usage. Et qu'il y avait une responsabilité politique qui était assumée devant les citoyens et que ça fonctionnait finalement relativement bien. C'est plutôt de l'affaissement des partis politiques traditionnels, du non-renouvellement de la classe politique, d'une forme d'endogamie permanente au Parlement en particulier. On est passé de la République des hauts fonctionnaires à la République des assistants parlementaires et on a plutôt dégradé le travail du législateur. Donc c'est plutôt en changeant les pratiques des partis, en changeant les candidats qui sont présents aux élections législatives et en renouvelant cela. C'est une question de volonté politique et c'est ce qu'on a engagé au sein d'En Marche. La moitié des candidats qu'on présentera seront issus de la société civile. Parce qu'il faut un Parlement qui soit plus à l'image de ce que sont les Français. Il y a, je crois, un seul artisan ou même un seul commerçant à l'Assemblée nationale. Je crois qu'ils sont un peu plus nombreux dans le pays à exercer ce beau métier. Raquel Garrido, cette dernière proposition, elle devrait vous plaire ? Bien Plus sûr. de représentation de la société civile. C'est ce bien... que vous souhaitez aussi ? Mais bien sûr. Dans votre 6e République ? Mais bien sûr. Mais je pense qu'il faut être très naïf si on pense que c'est dans le cadre de la 5e République que la 5e République elle-même va produire le changement de la 5e République. Il n'y a aucun régime, jamais dans l'histoire, qui s'est auto-sabordé. Donc aujourd'hui, vous avez un problème majeur, c'est que le principe de base qui est que le gouvernement, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, ne s'applique pas en 5e République. Il y a une particularité exceptionnelle de notre régime français par rapport à nos voisins démocratiques, notamment dans le monde occidental, c'est que la personne qui concentre le plus de pouvoir, le président de la République, est celui qui rend le moins de compte. Il ne rend de compte à personne, ni à l'Assemblée nationale, ni au peuple, encore moins, à personne. C'est quand même un contrôle exercé par le Parlement sur l'action du gouvernement. Non, mais pas sur le président de la République qui concentre énormément de pouvoir. Et vous savez très bien ici dans les assemblées à quel point c'est l'exécutif qui marque le rythme, y compris de la production législative. Donc c'est un trait de la France. Et le mot qui synthétise tout ça, c'est impunité. Donc vous avez un président qui est élu, qui a l'onction du suffrage, et qui à partir de là dit « je fais ce que je veux ». On a théorisé par exemple aujourd'hui qu'on peut être impopulaire. Il a été élu par les Français sur un programme quand même. Alors voilà. Et donc ce programme est-il respecté ? François Hollande a-t-il respecté son programme ? Non. Nicolas Sarkozy a-t-il respecté son programme ? Non. Donc les Français le constatent. Donc il doit y avoir des rendez-vous réguliers tout au long du quinquennat ? Non, parce que ces rendez-vous réguliers, dans la mesure où ils ne sont pas une élection présidentielle, n'ont aucune incidence. Ces rendez-vous. Voilà, donc exactement, les élections intermédiaires, les présidents les perdent et ils n'en tirent aucune espèce de conséquence. Donc cette impunité, elle rejaillit en cascade sur tout le personnel politique. Et vous avez là une caste politique qui prend le pouvoir et qui dit une fois que je l'ai, je ne rends de compte à personne. La 6e République, ça doit être tout l'inverse. C'est le pouvoir du citoyen tout au long de sa vie civique et notamment entre les élections. Donc on fonctionne comment La marque par des référendums permanents, d'initiatives populaires, des choses comme ça ? Non. Pour moi, la mesure clé, c'est le droit de révoquer les élus entre les élections. Le fait que les citoyens gardent ce pouvoir entre les élections de révoquer les élus. Alors pas à tout bout de champ, pas dès le lendemain de l'élection, pas avec 2% du corps électoral, bien entendu. Tout ça, ce sont des modalités qu'il faudra discuter au sein de l'Assemblée constituante. Et ça, j'en arrive à un deuxième point. Qui doit inventer cette nouvelle démocratie efficace ? C'est une Assemblée constituante. Ça peut pas être un comité de sages, ça peut pas être les partis de la 5e République, encore moins, ou les assemblées de la 5e République, bien entendu. Et c'est là le cœur du projet de la France insoumise, c'est de permettre aux Français de construire eux-mêmes les nouveaux principes politiques, leurs grandes libertés, leurs grands droits, et y compris leurs droits démocratiques, afin d'abolir ce que nous appelons de son nom, c'est-à-dire la monarchie présidentielle, autrement dit l'oligarchie politico-financière qui est en vigueur aujourd'hui. Guillaume Drago, c'est vrai que l'instauration du quinquennat a quand même fait glisser le régime français vers un régime beaucoup plus présidentiel. Oui, c'est vrai, mais ce régime présidentiel, en réalité... Avec un président qui ne rend pas compte devant le Parlement. Son gouvernement, oui, mais pas le président de la République. Et en fait, il y a un binôme président de la République, Premier ministre, qui a toujours bien fonctionné, et je dirais même, il a même bien fonctionné en période de cohabitation. C'était dans un système d'opposition politique. Et après cela,
eh bien, il y a un gouvernement qui est responsable devant le Parlement et il y a des échéances électorales qui sont parfaitement démocratiques. Sortir de ces échéances électorales avec des référendums d'initiative populaire permanents, c'est une façon de délégitimer en réalité les représentants légitimes. Donc il faut revenir aux fondamentaux de la Ve République. Ce que je voudrais dire, c'est que revenir François Fillon... aux fondamentaux, ça veut dire quoi, par exemple? Revenir aux fondamentaux de la Ve République. Revenir sur le fonctionnement du Parlement, parce qu'il y a beaucoup de propositions qui vont dans le sens d'une diminution du nombre de parlementaires, de la limitation dans le temps des mandats des parlementaires. Par exemple, ça peut être une des solutions. Est-ce que ce sont des propositions que pourrait partager François Fillon propose de diminuer ce nombre de parlementaires pour revenir à un nombre raisonnable de parlementaires dans un souci de préservation des finances publiques. Ça, c'est un équilibre, à mon avis, qui est un équilibre dans la gestion. Ça, c'est un démagogique. Et deuxièmement, la preuve que vous avez compris que vous ne pouvez pas défendre la Ve République en l'état et que donc le sens de l'histoire va dans le sens de la Sixième République. Non, c'est pas... On va les rendre injustes. Le déséquilibre pointé du doigt par Mme Garrido, elle a raison de le faire. Vos solutions, je n'en ai pas encore vu la concrétisation. Mais... vous n'êtes pas d'accord avec le droit de révoquer les élus parce que la Ve République vous va bien, vous, au FN. Je ne comprends pas tout. Enfin, bon. Voilà, mais sur ce déséquilibre, pour être un peu technicien, je pense que moi, le point d'orgue de la Constitution de la Ve République depuis 1958, c'est le fait que le gouvernement a la maîtrise de l'ordre du jour au Parlement. Oui. Et ça, ce qui est beaucoup moins le cas depuis la réforme constitutionnelle depuis 2008. Ah bon, combien de lois? Alors attendez, on va laisser finir Valérie. Proposition de loi, vraiment, on s'en sortit de la Chambre. Donc nous voudrions, notamment par l'instauration de la proportionnelle intégrale, redonner au Parlement, c'est-à-dire aux députés, leur vrai travail de législateur et de contrôleur de l'action du gouvernement. Et donc, nous voulons aussi... Ça n'a pas de rapport avec le mode de scrutin, excusez-moi, mais ça n'a pas de rapport avec le mode de scrutin. C'est pas parce que vous avez un mode de scrutin à la représentation proportionnelle. Les députés sont faits pour être, avec le proportionnel intégral, les députés sont faits pour être à Paris, à l'Assemblée, travailler sur les lois proposées par le gouvernement, proposer eux-mêmes un certain nombre de textes, car la question de l'ordre du jour sera modifiée, et contrôler l'activité du gouvernement. Ça n'a pas de rapport avec le mode de scrutin. Si, c'est la réforme indispensable pour rétablir l'équilibre entre un président de la République, un Premier ministre. On a été habitué à François Fillon, qui a été, pour ne pas être vulgaire, qui a été une carpette vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Non, il a contribué au déséquilibre de façon encore plus importante. Il faut rétablir cet équilibre, avec un président de la République qui impulse, avec un Premier ministre, un gouvernement... La proportionnelle intégrale changerait les choses, Valéran de Saint-Just. Est-ce que ça ne sera pas source de plus d'instabilité parlementaire et d'un défaut de majorité parlementaire, tout simplement? Et une modification de la maîtrise du gouvernement sur l'ordre du jour. La proportionnelle intégrale... Permettez-moi un instant, je l'ai vécu, moi, à un petit stade, dans les conseils régionaux, pendant 2 mandatures. Pourquoi est-ce que nos gouvernants, nos dirigeants ne veulent pas de la proportionnelle intégrale? Parce que ça oblige les exécutifs à travailler sur chaque grand projet, à trouver une vraie majorité, à travailler avec les groupes politiques, et c'est absolument passionnant et c'est très intéressant. Ça oblige les exécutifs à transiger, c'est-à-dire... À travailler, monsieur, avec les représentants du peuple. Et c'est ça la véritable démocratie. Non. Je crois que ce que les Français attendent, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais je n'ai pas l'intention d'être d'accord avec vous. Ce que les Français attendent, c'est que ce pays soit dirigé, que ce pays soit conduit, qu'il y ait une politique cohérente qui soit conduite entre un gouvernement et une majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire, elle ne peut pas exister avec un système de représentation. Alors, ce gouvernement, ce président, a gouverné avec l'article 49.3, donc avec l'entière plénitude des pouvoirs que lui confère cette Constitution. Monsieur Macron a été le premier à utiliser le 49.3 pour sa loi, qui ensuite a été utilisée... Non, c'est Monsieur Macron qui lui-même, revenant d'un entretien avec M. Schäuble en Allemagne, a dit qu'il voulait utiliser le 49.3. Et ensuite, Monsieur Valls avec la loi El Khomri. Donc, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire cette marque d'autorité. Pardon ? Pour la loi El Khomri, c'est M. Valls, pour la loi Macron, c'est M. Macron, le 49.3. Donc vous voyez. Non, j'ai dit M. Valls, Mme El Khomri et M. Macron. Je suis généreuse, ne vous inquiétez pas quant à vos responsabilités. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites sur cette autorité forte qui serait incarnée par le président et qui ferait défaut. Je ne suis pas d'accord. L'expérience de ce quinquennat, c'est l'utilisation
pleine et entière du pouvoir du président contre le peuple. Parce que le gouvernement et le président n'avaient pas de majorité, d'où l'utilisation du On va laisser Benjamin Griveaux aussi peut-être s'exprimer sur les propositions de son candidat. Il faut rétablir le droit des représentants du peuple. Mais moi, je veux d'abord rétablir le pouvoir des citoyens avant de me poser la question de la répartition des pouvoirs entre élus. Raquel Garrido, on va laisser Benjamin Griveaux. Avant la répartition des pouvoirs, c'est toujours quelque chose de difficile. Benjamin, les macronistes, vous en avez eu de la parole dans les médias en ce moment. Benjamin Griveaux a le droit aussi de pouvoir s'exprimer sur ce plateau et justement, effectivement, d'exprimer les propositions de son candidat Emmanuel Macron, notamment en ce qui concerne la proportionnelle. Alors, sur le sujet de la proportionnelle, déjà, on peut tous s'étriper. Ce ne sera pas dans le cadre de l'élection qui se tiendra au mois de juin, ce sera au mieux la fois d'après. Donc voilà, tous ceux qui nous promettent un Big Bang institutionnel. Ou alors en cours de quinquennat. Et qu'on passe la première année du quinquennat à faire une assemblée constituante pour pas régler les problèmes des Français qui sont le pouvoir d'achat, la question du chômage, la question du logement, la question de la sécurité. Tout ça me paraît un peu hors sol. La proportionnelle, c'est du domaine de la loi, c'est pas du domaine de la Constitution. Vous ne changez pas les règles d'une élection un mois avant l'élection, vous le savez pertinemment. Oui, mais Raquel Garrido, si vous avez cette élection législative en juin, vous n'allez pas faire de nouvelles législatives avec de la proportionnelle. Je suis d'accord, mais il dit qu'on ne le fera pas là dans le quinquennat. Si, mais ce sera pour la fois d'après, pas pour les élections législatives de 2017. Ça sera en cours de quinquennat. Il faudra faire de nouvelles élections législatives. Une dose de proportionnelle. Cette proportionnelle sera adoptée. Une dose de proportionnelle peut permettre d'avoir des partis qui, objectivement, aujourd'hui, pèsent dans la vie politique française. Je pense au Front National, je pense à la France Insoumise, c'est un mouvement, et qui, manifestement, n'ont pas la représentation qui est... Et vous pensez aussi à votre mouvement. Et nous, on est un jeune mouvement, donc il est normal qu'on soit pas représenté. C'est la première fois qu'on est candidat à une élection présidentielle puis législative. Vous avez spontanément un grand groupe parlementaire de socialistes qui vous rejoignent. Donc, en fait, vous êtes en 6 mois plus représentés au Parlement. Ils ont déjà les investitures. On sent une certaine jalousie en plateau. Oui, on sent. Non, c'est un constat. Pourquoi vous dites ça ? Moi, je ne suis pas jalouse de M. Macron, je vous garantis. Mais c'est un constat. On laisse finir. Qui s'est recyclé chez M. Macron. On laisse finir Benjamin Griveaux. Bien. Et après, je vous redonne la parole. Mélenchon s'est bien recyclé lui aussi. Et il a bénéficié du Parti socialiste pendant 20 ans dans Oui, et il a rompu. La rupture avec le PS. Nous aussi, on a rompu. Vous voyez, les choses arrivent. Ce que je veux dire, c'est que le Front National et 2 députés aujourd'hui est une chose assez anormale au regard du poids politique que représente Marine Le Pen dans le pays. Et moi, je préfère avoir le Front National à l'Assemblée, voir sur quel projet de loi il travaille, quelles propositions de loi il formule, quels sont les votes, parce que je préfère pouvoir combattre à visage démasqué qu'avec des rumeurs, des on dit, des nous ferions ceci ou cela. Donc une dose de proportionnelle, pas la proportionnelle intégrale qui, à mon sens, est plutôt facteur d'instabilité, de difficulté à construire des majorités, dans un moment où on a besoin aussi de stabilité. Donc c'est à la fois une meilleure représentativité et en même temps une stabilité. Par ailleurs, juste un mot sur le président de la République. Il est vrai qu'il y a une forme d'irresponsabilité politique du président, qui est un vrai problème. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron propose... Alors, c'est une petite étape et donc je sais déjà que les révolutionnaires autour de la table seront mécontents, mais que par exemple, une fois par an, il aille rendre des comptes devant le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès à Versailles au moins une fois par an. Alors justement, ça aggrave le trait présidentiel. Justement, sur les atouts et les faiblesses de la proportionnelle, je vous propose d'écouter les explications de notre journaliste Stéphane Amalian et puis on poursuit notre débat après en plateau. Nous allons beaucoup apprendre. La proportionnelle, c'est ce mode de scrutin qui permet aux petits partis politiques d'entrer au Parlement. Un système certes plus équitable, mais qui peut générer une grande instabilité politique. Trop de partis représentés, donc une majorité parfois difficile à dégager. Ce système, employé sous la 4e République, n'a été utilisé qu'une fois sous la 5e, en 1986. François Mitterrand applique la proportionnelle, une décision qui permet l'entrée de 35 députés d'extrême droite à l'Assemblée et qui évite ainsi au Parti socialiste une défaite cuisante. La proportionnelle, un mécanisme souvent synonyme d'instabilité, pourtant proposé aujourd'hui par la plupart des candidats. Marine Le Pen, d'abord, souhaite l'instaurer pour toutes les élections. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron ont fait savoir qu'ils pourraient inclure une dose de proportionnelle dans les scrutins. Seul François Fillon y est catégoriquement opposé. Voilà, retour en plateau où le débat continue même pendant le sujet. Est-ce que l'urgence, c'est pas plutôt justement de retravailler sur la procédure législative en France ? On parle toujours d'inflation législative. Il y a trop de lois, trop de propositions de loi, trop de projets de loi qui viennent du gouvernement qui sont trop larges, avec énormément d'articles dedans. Est-ce que c'est pas un peu l'urgence en France aujourd'hui de revoir un peu aussi
ce fonctionnement de la législation. Sans doute pas une urgence pour les citoyens, parce que les citoyens ne suivent pas la procédure parlementaire, mais c'est vrai qu'il faut sans doute revisiter la révision de 2008. Mais ils se plaignent régulièrement, ça ne va pas assez vite, oui, c'est tout trop à fait. long. Mais enfin, il faut comprendre que dans le gouvernement finissant de M. Hollande, on a eu toute une série de projets de loi qui commençaient à 40 articles et qui terminaient à 150. Il faut comprendre pourquoi. Et pourquoi il faut comprendre? C'est parce qu'un gouvernement qui n'a pas une majorité stable devant lui, qui est obligé de négocier en commission, en séance, de revenir sur des amendements, etc., eh bien, produit des monstres législatifs. Et donc, il faut revenir à un pilotage de la discussion parlementaire par le gouvernement, selon une logique de projet, avec un projet qui est annoncé à l'avance, qui est discuté dans les commissions. Vous voulez dire qu'il n'y aurait plus de marge de manœuvre du coup des parlementaires et que tout serait piloté par le gouvernement? Non, le droit d'amendement est un droit constitutionnel fondamental. Il faut absolument le conserver, mais on ne peut pas avoir des projets de loi comme cela a été pour une bonne partie de ce quinquennat, qui commence à 30 articles et qui termine à 150 avec toute une série de mesures par exemple, de qui sont des capacités législatives. Il faut regarder quand même la dernière loi qui a été une des dernières lois votées par le quinquennat, le Conseil constitutionnel a censuré une bonne vingtaine d'articles. Ce qu'on appelle les cavaliers législatifs. Un scandale intellectuel et politique absolument incroyable. Eh bien, c'est parce que ce gouvernement ne pilotait pas son projet. C'était comme ça aussi. Alors, Raquel Garrido et puis après Benjamin Griveaux, parce qu'il fait aussi Emmanuel Macron des propositions. Je voulais juste réagir au sujet qui, me semble, se trompe sur un point fondamental, qui est cette idée selon laquelle plus il y aurait de représentativité des Français et de leurs différentes opinions, de la diversité de leurs opinions dans l'Assemblée, moins il y aurait de stabilité. Pour moi, c'est un contresens absolu, parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, là, dans le temps que nous parlons, ce qui constitue le facteur de déstabilisation, c'est précisément l'absence de légitimité. La légitimité et le consentement populaire fabriquent de la stabilité et non pas le contraire. Donc dans mon système, dans le système que nous proposons à France Insoumise, qui est d'une part effectivement une proportionnelle intégrale pour que l'ensemble des opinions qui existent dans la société française soit représentée d'une part, et d'autre part avec un mécanisme de rappel, c'est-à-dire qu'une responsabilité individuelle du parlementaire, qui s'il ne fait pas ce pourquoi il a été élu, peut être rappelé par le citoyen, nous semble au contraire fabriquer un socle de stabilité extrêmement puissant, puisque les gens savent pourquoi ils sont là, ils fabriquent de la norme. Vous voulez dire qu'un citoyen, s'il n'est pas d'accord avec ce qu'a voté son député, on le rappelle comme ça. Alors pas comme ça, comme vous dites. L'idée de nation. Pas comme ça, comme vous dites. Une négation de l'idée de nation. Mais en revanche, mais non. Alors à l'inverse, le souverain est celui qui n'a pas de maître. La définition du souverain, c'est cela. Et nous avons arraché la souveraineté de la tête du monarque pour la prendre entre les mains du peuple. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus souverains, nous, le peuple, parce que l'exécutif fait ce qu'il veut. Pas tous les 6 mois, madame. Mais j'ai pas dit tous les 6 mois. Qui a dit ça? C'est tous les 5 ans. Le parlementaire est d'abord le représentant de l'ensemble. Ne me faites pas croire que le système actuel est satisfaisant. Vous avez des députés qui sont élus dans un océan d'abstention. Savez-vous que, par exemple, les députés français de l'étranger, certains sont élus avec 8% des inscrits. Et là, le gouvernement vient de décider que les Français de l'étranger ne pouvaient même pas voter par vote électronique. Vous êtes pour le mandat impératif, alors? Alors, non, parce que je pense qu'il faut donner sa chance à la délibération. Et pourquoi vous n'êtes pas pour le mandat unique dans ces cas-là? Mais je suis pour le mandat unique. Pour le mandat unique. Je suis absolument pour le mandat unique, non cumul dans le temps, non cumul dans la distance. Parce que là, les responsabilités, puisque vous ne vous représentez pas au suffrage des gens. Non, au contraire, j'accepte d'être révocable pendant mon mandat. Il me semble que cela constitue un respect ça veut dire que du vous n'êtes citoyen. jamais responsable de ce que vous avez fait politiquement. Non, ça veut dire que je ne pense pas que je suis indispensable et que je pense que la professionnalisation de la politique est un problème. Partons de la réalité. La réalité, c'est que vous avez aujourd'hui des députés qui sont godillots, on va laisser la parole à plus que l'ensemble des Français, qui font rien de bien et qui au final sont détestés par l'ensemble des Français, qui se votent blancs, qui s'abstiennent. C'est ça la réalité. Donc peut-on faire peuple? Peut-on admettre que nous sommes dans une démocratie alors que la moitié des Français ne votent pas? Moi, je dis non. On a bien compris ce que vous proposiez. Benjamin Griveaux, vous n'êtes pas peut-être pour le mandat unique, mais en tout cas pour une limitation, du nombre de mandats. C'est souhaitable, limitation géographique et limitation dans le temps. Le fait qu'il y ait moins de lois, qu'il y ait des lois moins bavardes. Moi, j'ai souvenir d'étudiants qui remontent à une vingtaine d'années. Le Conseil d'État parlait déjà de droit à l'état gazeux. Je ne suis pas sûr qu'on ait solidifié l'état du droit ces 20 dernières années. Dans ce quinquennat, mais très sincèrement, je n'ai pas le sentiment que le quinquennat précédent faisait des lois moins bavardes. Sans doute avoir un meilleur moyen de contrôle et d'évaluation des parlementaires, par les parlementaires, de l'exécution de la loi et
de l'exécutif. Donc il y a des outils un diagnostic a priori et un contrôle a posteriori, il y a des outils qui pourraient être utilisés. On pourrait totalement mobiliser la Cour des comptes, qui par exemple pourrait être le bras armé aussi du Parlement sur certaines opérations. On peut s'étonner par exemple que dans des grandes démocraties... Mais les citoyens, eux, comment ils exercent le pouvoir? Vous répartissez le pouvoir entre les corps constitués existants. Bien, merci. En quoi ça donne du pouvoir aux citoyens? Merci Madame Garrido. Également, partir du principe que... peut-être limiter aussi le temps où on fait la loi. Vous savez, sous De Gaulle, vous aviez une session financière et puis 3 mois de session où vous faisiez la loi. Et le reste du temps, on pourrait imaginer que, il y ait ce travail de contrôle, ce travail d'évaluation. Regardez les grandes démocraties parlementaires occidentales. En France, on a engagé des troupes en Afghanistan en 2001. Est-ce que nous avons eu depuis 2001, ça va faire 16 ans au mois de septembre, oui, octobre. Il y a des rapports très réguliers. Il y a eu des rapports, mais est-ce qu'on interroge très régulièrement. Est-ce qu'on interroge les montants engagés, les objectifs? Oui. Non. Si, non, madame, vous savez, beaucoup moins que ce qui est fait, notamment en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, où vous avez un vrai rôle de contrôle des parlementaires, mais qui est aussi lié à un élément. Vous avez des débats très réguliers sur cette question au Parlement. Vous avez des débats réguliers, mais au Sénat, moi, je vous parle de rapports d'exécution très réguliers des commissions de la Défense et des affaires étrangères. Mais ce que je vous dis simplement par là, et je termine mon raisonnement, c'est que pourquoi est-ce qu'on a aussi ce problème d'évaluation et de contrôle exercé par les parlementaires? C'est que quand vous avez un staff de 2 à 3 assistants parlementaires, un en circonscription pour gérer les affaires politiques locales, disons-nous les choses, et après 1 ou 2 autres seulement à Paris, vous avez... Et une épouse. Quand ils exercent vraiment ce métier-là, mais ça c'est au tribunal de le dire, eh bien évidemment que vous n'êtes pas armé toujours pour pouvoir exercer pleinement ce contrôle que la modification constitutionnelle a mis entre les mains du Parlement. Donc vous voulez augmenter les indemnités des élus? C'est pas ça ce que je propose, Valéran. Non, je pose la question. Donner les moyens aux élus d'avoir des équipes qui peuvent permettre de contrôler effectivement le travail. On va laisser la parole à Valéran. J'ai toujours compris le souci, moi, des constitutions de 58 par rapport à la pratique de la 4e République d'avoir un exécutif beaucoup plus fort. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il faut rééquilibrer, notamment au profit des pouvoirs du Parlement. En ce qui concerne la loi... Ça a été fait en 2008. Et pas suffisamment, nous le pensons. Enfin, en ce qui concerne la loi, et ces lois extraordinairement fréquentes, extrêmement longues et verbeuses, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on peut réformer cela, parce qu'en réalité, tout ça dépend... Il faut faire respecter le domaine de la loi. Tout ça dépend du courage des responsables politiques et de ceux qui nous gouvernent. C'est Marcel Gauchet qui dit, vous allez voir, c'est pas très gentil pour nous, nous faisons du droit parce que nous manquons de courage et de charité. Et je crois que c'est très vrai. Je pense que le gouvernement, confronté à des drames, à des épreuves, à ce qui se passe dans le pays très dur, il se réfugie. Nous allons voter une loi, on va présenter une loi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire qu'il faudrait plus procéder par référendum, par exemple? Oui, non, mais il nous faut, je pense que si les gouvernements, les ministres, les présidents de la République sont courageux, ils n'auront pas à aller tout le temps devant le Parlement, faire voter des lois de 90 ou de 180 articles. Ils appliqueront déjà les lois existantes, notamment par exemple sur le plan judiciaire, sur le plan de la répression pénale, correctionnelle. Il n'y a pas de loi particulière encore à voter. On pourrait rétablir les peines planchées, mais en dehors de cela, la loi existe, il faut la faire appliquer, et elle n'est pas appliquée par les juges actuels. Ça, c'est un gros problème. 3 réflexions. Première réflexion, dans ce pays, chaque fois qu'il y a un problème, on veut essayer de le résoudre par une loi. Et c'est ce réflexe-là qu'il faut essayer de changer. Il faut le remplacer par l'action. C'est la première chose, l'action politique et le courage politique. La deuxième chose, c'est qu'il faut un pilotage gouvernemental. Et ça, c'est tout à fait essentiel si on veut de l'efficacité dans l'action publique. Et donc, il faut que le Parlement soit en accord avec le gouvernement, ce qu'on n'a pas vu dans le quinquennat de François Hollande. Et la troisième chose, d'un point de vue plus technique, c'est qu'il faut respecter une majorité parlementaire stable. Oui, il faut une majorité parlementaire stable, bien entendu, avec un scrutin majoritaire. Et la troisième chose, c'est qu'il faut faire respecter le domaine de la loi. Il faut qu'à la fois l'institution parlementaire et le gouvernement aient une véritable discipline de respect du domaine de la loi. C'est inscrit à l'article 34 de la Constitution. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, je veux dire par là qu'il faut que le Parlement fasse jouer l'article 41 sur le fait d'évacuer les amendements ou les propositions de loi qui ne sont pas du domaine de la loi, le faire de façon
beaucoup plus strict. Monsieur Dragon, Monsieur Fillon a proposé de gouverner par ordonnance, par exemple. Je comprends votre souci. Monsieur Fillon a proposé de gouverner par ordonnance à l'arrivée de... Alors, en tant que respect parlementaire du domaine de la loi, on n'est pas... Je comprends votre souci de l'efficacité de l'exécutif. Mais il faut faire bien attention à ce qu'a dit Mme Garrido. Il n'y a pas que ça dans la vie politique d'un pays. Il y a que les citoyens se sentent véritablement représentés au plus haut niveau. Et c'est pas le gouvernement qui les représente, c'est pas le président de la République, ce sont les députés. Et là, vous avez un peu une politique à courte vue. C'est l'esprit d'accord du constituant de la 58. Il faut que le char de l'État passe. D'accord, mais il faut que le citoyen se sente représenté. À l'heure actuelle, il ne l'est pas. Tous les citoyens ne sont pas représentés. Et ça, c'est la proportionnelle. Et même ceux qui sont représentés par le bipartisme actuel n'ont pas le sentiment d'une véritable démocratie. Et ça, vous devez sentir cela et ne pas rester uniquement dans les rails de la doxa constitutionnelle telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Allez, Benjamin Griveaux et Raquel Garrido, pour conclure, il nous reste 2 minutes. Oui, non, juste pour dire qu'il me semble que dans les novations qui sont urgentes, il y a d'abord la prise en compte du vote blanc dans le suffrage exprimé, parce que la grande majorité de nos concitoyens ne se sont pas représentés, et donc il faut leur donner acte et les inclure dans le système, et ne pas laisser des hommes et des femmes se dire représentatifs, ou se dire l'émanation de la souveraineté nationale, alors qu'ils ne le sont pas. Et deuxièmement, pour toutes ces nouvelles règles dont nous discutons ce soir, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas un comité d'experts ou des partis politiques ou des campagnes présidentielles qui les établissent, mais les citoyens eux-mêmes, d'où l'intérêt de l'Assemblée constituante qui ne confisque pas ce travail constituant aux citoyens et qui, à l'inverse, permet aux citoyens de se refonder comme peuple, parce que je conclue là-dessus, l'Assemblée constituante, c'est la modalité pacifique de règlement de différends extrêmement violents qui existent aujourd'hui, qui traversent la société. Je rappelle que le terrorisme, ce sont des Français qui se sont pris à des Français. Aujourd'hui, vous avez des situations où les banlieues s'attaquent aux policiers, les policiers aux jeunes, etc. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de colère. Et si vous voulez que les choses... Vous voulez redonner la parole aux citoyens, il faut pouvoir faire ce creuset national où nous allons nous refonder comme peuple. C'est l'objectif de l'Assemblée constituante. Benjamin Griveaux, pour conclure. C'est par les pratiques des appareils et des mouvements politiques qu'on fera changer la manière dont nos citoyens perçoivent nos institutions. On n'est pas là pour écrouler le système institutionnel qui fonctionne, on est là pour le faire respirer, pour y mettre des visages nouveaux, avec des gens qui ont des expériences nouvelles, pour un temps limité, parce que l'engagement politique, l'exercice d'un mandat, ça n'est pas une profession, ça doit être une vocation, ça aurait dû le rester, ça ne l'a pas été ces 30 ou 40 dernières années, il faut donc le faire de manière limitée. C'est un temps d'engagement qu'on donne à son pays, qu'on donne à la République, pour un temps limité, avant de retourner à ses activités professionnelles, associatives ou autres, et c'est sans doute par là que nous aurons une meilleure lecture et une meilleure appréciation des institutions par nos concitoyens. Moi, je regrette comme toujours que votre émission soit si courte par rapport à ces sujets très importants, parce qu'il y a une réforme qui est proposée par Marine Le Pen, c'est la réforme de l'article 55 de la Constitution, de la prééminence des traités sur les lois, ce qui permettrait d'ailleurs de sortir de la soumission à l'Union européenne. On aurait pu en parler ce soir. On aurait pu en parler ce soir, car je pense que mes contradicteurs ne sont pas d'accord avec moi. Mais ça pourrait utilement faire l'objet d'un débat à l'Assemblée constituante. Si vous le voulez, où vous seriez présente, bien évidemment. Savoir si on veut avoir une société moniste, une conception moniste. Allez, on est à la fin de ce débat. Guillaume Brago. Pour conclure, ce qui me paraît important, c'est de garder le lien entre les élus et les citoyens. Garder le lien entre les élus et les citoyens, c'est avoir des élections qui soient organisées, récurrentes et stabilisées dans le temps. Et la deuxième chose, c'est aussi que le président de la République puisse faire appel directement au peuple par le référendum. Et cette utilisation du référendum, eh bien, il faut y revenir comme un élément aussi essentiel de la relation entre les élus et les citoyens. Merci à tous les quatre. Merci. Ça sera l'objet d'un prochain débat sur les traités. Valérie Saint-Just. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir sur notre plateau. À suivre.